le point, en fait, sur les études qui ont été réalisées sur l'engagement des élèves. Je me suis concentrée là, pour cette présentation-ci aux études qui ont été réalisées euh, auprès des élèves du secondaire, donc puisque c'est la population là, visée. Ce qui ressort, tout d'abord, il y a le temps. Donc, il y a de nombreuses trajectoires qui ont été identifiées dans différentes recherches. Donc, des élèves où est-ce que l'engagement augmente, où est-ce que l'engagement augmente, mais diminue par la suite, diminue au début et augmente. Donc, il y a vraiment différentes trajectoires qui ont été identifiées. Par contre, de manière générale, ce qui ressort, même chez les élèves qui ont un engagement élevé, c'est qu'il y a une diminution lente et légère de l'engagement de manière générale chez les élèves du secondaire. Du côté des caractéristiques de l'élève, qu'est-ce qui ressort? Bon, il y a le fait que les filles sont plus engagées à l'école que les garçons, de manière générale. Le sentiment de sécurité que l'élève va ressentir à l'école va également avoir une influence sur son engagement. Le bien-être général, donc son bien-être général renvoie à un faible niveau d'anxiété, de dépression, mais également à une estime de soi élevée. Euh, toutes les différentes habiletés en lien avec l'autorégulation des élèves et je pourrais aussi dire l'autodétermination des élèves sont également associées à l'engagement, un plus grand engagement chez les élèves du secondaire. Les élèves motivés qui font preuve de résilience, donc notamment l'étude de Touga et ses collègues qui se sont penchés sur des élèves qui avaient vécu la maladie. Donc, il y a eu une corrélation a été faite entre les élèves qui, face à la maladie, avaient une représentation positive là, de cet événement-là dans leur vie et leur engagement à l'école. Donc, les élèves qui faisaient preuve de résilience étaient également plus engagés à l'école. Donc, il y a un parallèle qui a été fait là, sur les différentes caractéristiques liées à ces deux concepts-là. L'attribution de la réussite à l'effort plutôt qu'à des facteurs externes est également relevée chez les élèves plus engagés, ainsi que les buts d'apprentissage plutôt que des buts de performance. Du côté de la famille maintenant, les études relèvent la qualité de la relation parent-enfant, qui va avoir une influence sur l'engagement de l'élève, la culture éducative, donc la place qui est donnée aux études de l'élève, à sa scolarité, donc à son parcours scolaire, les milieux socio-économiques moins favorisés, comme qui a été mentionné précédemment, également la monoparentalité, mais pour ce qui est des familles monoparentales, c'est surtout dans les milieux socio-économiques moins favorisés, là, donc défavorisés, qu'on va relever cette influence-là, une influence plus grande là, sur l'engagement des élèves. Si on passe maintenant au niveau de la classe, donc il y a la qualité de la relation élève-enseignant qui a été liée à l'engagement des élèves par différents auteurs, donc différentes études. Dans la qualité de la relation élève-enseignant, on parle notamment de l'encouragement de l'enseignant, des attentes également plus élevées envers l'élève. La relation avec les pairs, qu'on peut, notamment le Saint-Amand parle, là, ici, je parle de la classe, mais on peut aussi y aborder qu'est-ce qui est les activités parascolaires. Donc, un élève qui va développer là, une relation plus, une plus grande, un plus grand sentiment d'appartenance auprès de ses pairs, euh, serait plus engagé à l'école. Une amélioration des compétences de la personne enseignante en gestion de classe est liée à une hausse de l'engagement de l'élève. Donc, on parle notamment du soutien émotionnel, soutien pédagogique et l'organisation de la classe, donc la gestion des comportements et tout ça. Les défis d'apprentissage adéquats, donc vraiment dans le respect du niveau de l'élève une flexibilité afin de pouvoir respecter les intérêts, les choix de l'élève, donc lui offrir une certaine variété dans ce qu'il peut faire. L'approfondissement graduel de concepts, donc vraiment un accompagnement de l'élève et les situations authentiques. Donc, voilà ce qui fait le tour des grands points qui ont été ressortis jusqu'à maintenant dans les études sur l'engagement de l'élève pour les élèves du secondaire. Il y a également des études qui ont été réalisées qui se sont penchées sur des caractéristiques liées à l'école. Par contre, ici, je ne vous les présente pas nécessairement parce que je me suis attardée davantage là,
aux milieux qui sont plus proximaux à l'élève, donc vraiment la classe et la famille. Euh, voilà. Qu'est-ce qui ressort de tout ça, en fait? Tout d'abord, des auteurs ont souligné que la voix des élèves avait été peu sollicitée. Effectivement, dans plusieurs études qui ont été réalisées, on va chercher souvent la perception des enseignants, on va aller chercher parfois la perception des parents. L'engagement de l'élève, on va parfois l'évaluer auprès des élèves, mais par contre, le regard des élèves sur leur environnement, sur le contexte, sur les différentes interactions là, qu'ils développent autour d'eux, a été peu examiné dans les recherches sur l'engagement des élèves. La collaboration école-famille a été peu mise de l'avant. Donc, à notre connaissance, bon, il y a certaines études qui commencent à s'y intéresser, mais jusqu'à maintenant, ça a été peu abordé. Et lorsque on a vu précédemment là, les trajectoires liées à l'engagement de l'élève, euh, certains auteurs, notamment, je pense à Archambault, donc Archambault et ses collègues, ont tenté de voir quelles étaient les différentes variables qui pouvaient être associées à des variations de l'engagement des élèves. Mais ces variables-là, renvoient souvent à des caractéristiques personnelles de l'élève. Donc, on peut se poser la question, quelles sont les pratiques qui peuvent être liées à ces variations de l'engagement de l'élève? Donc, c'est un autre point là, qui pourrait être intéressant à aborder. Ce qui nous mène à notre question de recherche. Donc, pardon pour la coquille là, que j'ai remarqué. Donc, quelles au féminin, quelles sont les pratiques mises en place au sein du milieu familial et de la classe qui permettent de favoriser l'engagement d'élèves à risque de décrochage scolaire qui sont issus de milieux socio-économiques défavorisés? Pour ce qui est du cadre conceptuel, donc dans une perspective systémique, je me suis penchée sur le modèle PPCT de Bronfeld-Brenner. Donc, le modèle PPCT renvoie, dans le fond, les 4 lettres renvoient à processus, personne, contexte et temps. Processus pour les interactions réciproques entre la personne d'intérêt, donc ici l'élève, et les personnes de son entourage ou les objets, les symboles là, qui l'entourent, dans un contexte précis, donc ici les milieux socio-économiques défavorisés, et tout ça, on regarde la progression, donc la progression de ces interactions-là dans le temps. Donc ici, l'élève avec les différentes personnes, les personnes qui renvoient là, aux éléments là, qu'on a abordés à notre question de recherche, donc le milieu familial, également la classe, qui vont interagir avec l'élève et comment ces différentes interactions-là peuvent qu'est-ce qu'on peut comprendre de ces interactions-là en lien avec l'engagement de l'élève. On en vient à l'engagement de l'élève. Donc, l'engagement renvoie à l'action qui est liée à la motivation. C'est important de distinguer l'engagement de l'élève de la motivation de l'élève. Donc, la motivation, c'est vraiment l'intention, la volonté de, tandis que l'engagement de l'élève, c'est lorsqu'il va mettre en action cette volonté. C'est la manifestation observable de la motivation. Donc, je peux être très motivée à atteindre un objectif précis, mais si je mets rien en place pour l'atteindre, on parle seulement de motivation. Mais la journée que je me lève puis que je décide de mettre des actions en place pour atteindre l'objectif, on parle davantage de l'engagement de l'élève. Donc, ici, pour ce qui est de l'engagement, on peut le considérer comme un processus ou comme un résultat. C'est-à-dire que l'engagement, comme on a vu plus tôt, l'engagement peut être le processus qui va permettre d'atteindre la réussite, donc qui va mener à quelque chose, mais peut aussi être perçu comme un résultat. Donc, si je mets en place certaines pratiques, je peux favoriser l'engagement de l'élève et c'est le résultat attendu. Donc, ici, dans le cadre de cette recherche, l'engagement est perçu comme est considéré comme étant le résultat. Donc, c'est ce qu'on observe chez l'élève. Au regard là, de différents facilitateurs, de différents facteurs là, de son environnement. Les dimensions de l'engagement qui ont été considérées, donc en appui sur Friedrichs et ses collègues, qui sont les 3 dimensions qui sont
fréquemment mise de l'avant dans la littérature. On a l'engagement comportemental qui renvoie à des indicateurs de conduite, donc l'élève qui met en place les comportements pour accomplir les tâches scolaires, qui met en place les comportements face aux différentes consignes demandées, qui va participer aux activités en classe. L'engagement affectif, donc ici, c'est vraiment les émotions qui sont liées à l'école, aux travaux scolaires et aux personnes du milieu scolaire. Et l'engagement cognitif, qui est davantage face à un travail, l'investissement que l'élève va avoir face à la tâche. Donc, il peut faire la tâche, donc avoir un engagement comportemental, mais la faire sans nécessairement s'investir au niveau cognitif. Donc là, dans ce cas-là, on parlerait d'un engagement comportemental, mais d'un engagement cognitif plutôt faible. Je vous représente donc où est-ce qu'on en est avec les différents cadres utilisés. Donc, on se situe dans les milieux socio-économiques défavorisés, puisque c'est un contexte où est-ce que le taux de diplomation de qualification est plus faible et où l'engagement des élèves est plus faible. Donc, suite à la recension des critiques écrits qui avait été fait, il ressent que le regard des élèves à risque de décrochage scolaire avait été peu sollicité et les différents milieux proximaux de l'élève, qui entourent l'élève, donc la famille et la classe, ont été regardés dans le cadre des recherches là, en fonction de quelle est l'influence sur les élèves, l'engagement de l'élève. Mais par contre, du point de vue de l'élève, quels sont les différents processus, donc en lien avec les processus proximaux de Bronfenbrenner. Donc, quels sont les processus que l'élève relève, lui, dans son expérience à l'école, qui peuvent expliquer une hausse de son engagement scolaire. Ce qui nous mène à notre objectif de recherche qui est de comprendre, au regard des processus issus du milieu familial et du milieu scolaire, l'expérience d'élèves du secondaire, issus de milieux socio-économiques défavorisés et à risque de décrochage scolaire, qui se sont engagés au cours de la dernière année. Donc, on va le décortiquer également là, lors de la méthode de recherche, là, à savoir là, comment on a identifié les participants là, de cette étude. Donc, pour ce qui est de la méthode de recherche, c'est un devis descriptif qualitatif où l'échantillon, c'est 18 élèves qui avaient été ciblés à risque de décrochage scolaire par leur enseignante de sixième année, mais aussi en concertation là, avec les différentes personnes qui intervenaient en sixième année auprès d'eux. Donc, c'est des élèves qui sont au premier cycle du secondaire, qui ont été rencontrés lors de leur premier ou deuxième secondaire. Ces 18 élèves-là, pardon, les élèves qui étaient ciblés à risque de décrochage scolaire en sixième année étaient ensuite inscrits dans un programme, le programme Accès 5, d'où sont issues là, les données. Donc, dans le programme Accès 5, nous, dans le fond, on rencontrait les élèves au début de leur participation à ce programme-là pour réaliser un entretien semi-dirigé. Pour cibler parmi tous les élèves qui participaient au programme, les 18 élèves qui ont été choisis, on s'est informé aux acteurs qui intervenaient auprès d'eux durant leur première année de participation au programme, donc en secondaire 1 ou 2, ceux chez qui les intervenants avaient pu observer une hausse de leur engagement au cours de la dernière année. Donc, des élèves qui avaient rencontré des difficultés liées à leur engagement, mais qu'aujourd'hui, leur engagement était plus élevé là, que ce qui avait été perçu au départ. Donc, il y a des entretiens semi-dirigés qui ont été faits auprès de ces élèves-là. Et ensuite, on a réalisé une analyse thématique sur les verbatims de ces entretiens. Dans les entretiens, dans le fond, on demandait aux élèves de nous parler de leur de ce qui se passait dans leur milieu familial, dans le fond, de comment eux vivaient dans le milieu familial. Là, puis là, on leur posait des questions pour les mettre en contexte en lien avec différents éléments du parcours scolaire et également là, au sein de la classe, donc
comment les élèves le vivaient. On s'intéressait vraiment aux expériences des élèves, donc on leur a posé des questions afin d'aller chercher leur perception, mais aussi leurs pensées, leurs émotions liées à ce qui a été vécu au cours de la dernière année, afin de comprendre ce qui pouvait expliquer cette hausse, afin de comprendre, oui, c'est ça, ce qui pouvait dans le fond, les différents processus qui les entouraient au même moment qu'on a pu observer la hausse de leur engagement. Pour ce qui est des résultats, donc on a rencontré 18 élèves, il y a eu une analyse thématique qui a été réalisée. Les élèves, chaque entretien, on en est venu à faire des regroupements puisque l'expérience rencontrée par certains élèves pouvait se rapprocher sur certains, donc on a fait des regroupements, ce qui nous a mené à 6 expériences des élèves qu'on va aborder ici. En tentant de faire ressortir, là, dans le fond, les processus issus du milieu familial et de la classe. Tout d'abord, plusieurs élèves, parmi les 18 élèves qu'on a rencontrés, c'est celui qui est ressorti le plus souvent, donc une intégration de discours. Donc, c'est des élèves qui, lors de la rencontre, ce qu'on pouvait percevoir là, de des différents processus qui les avaient entourés au cours de la dernière année, ce qui ressortait grandement était vraiment l'influence de différents discours, le discours parental, le discours de certains enseignants qui étaient significatifs, le discours de leur père, donc de leurs collègues de classe. Donc, c'est vraiment ces discours-là qui semblaient avoir intégré puis qui étaient maintenant rendus leur propre discours. Je vous parle notamment là, d'un élève, je vous rapporte ici tous les noms que je vous nomme sont fictifs. Là. Donc ici, Matt. Matt, c'est un élève qui avait immigré là, quelques années auparavant, donc puis qui mettait qui avait un grand intérêt pour le sport. Donc il disait pour moi c'était vraiment le sport puis l'école passait après. Puis il s'engageait moins dans ses apprentissages à ce moment-là. Mais ce qu'il racontait, c'est surtout son père qui est pasteur, puis ses frères lui disaient souvent à quel point l'école c'était important. Ses frères avaient décroché avant la fin du secondaire et avaient dû retourner aux études pour aller chercher leur diplôme pour pouvoir ensuite atteindre là, leurs objectifs en lien avec l'emploi qu'ils visaient. Donc, le discours de son père et de ses frères avait une grande influence là, sur comment il voyait son engagement dans ses études. Puis également, il parlait d'une enseignante qui disait toujours de ne pas lâcher, de persévérer, puis que la rigueur était importante. Donc, dans son discours, on voyait qu'il reprenait vraiment les mots qu'il avait entendus de la part de ses proches ou de son enseignante là, qui était plus significative pour lui. Donc, la rigueur, que c'était lui qui était maître de ses choix, c'est lui qui allait décider un peu où est-ce qu'il, en fonction là, de l'effort qu'il mettait face à ses études, de l'engagement qu'il mettait face à ses études, c'est lui qui allait choisir là, ce qui allait advenir de lui dans le futur. Donc ici, c'est vraiment l'engagement cognitif, là, parce qu'il parlait vraiment de rigueur, de mettre beaucoup d'efforts à la tâche. Donc, c'était vraiment ça qui ressortait, là, qui est davantage mis de l'avant pour cet élève-là. Donc, ça ici, c'est la première thématique qui est ressortie, celle qui était la plus fréquente. Ensuite, on a une autre thématique qui est la passion exploitée. Donc, des élèves qui avaient une passion, puis qu'ils réussissaient à mettre de l'avant dans le cadre de leurs études. Et dans leur discours, on pouvait là, en venir avec l'analyse à ressortir dans le fond que c'est l'exploitation de cette passion-là qui permettait à l'élève de s'engager davantage dans ses apprentissages. Donc ici, une élève qui, pour elle, elle avait un grand intérêt là, pour tout ce qui était cinématographique. Donc, elle avait un film préféré. Puis, dans son discours, on voyait que tout ce qu'elle faisait à l'école, si elle avait le choix de pouvoir faire un lien avec cet intérêt-là, elle le faisait. Donc, elle disait qu'elle n'aimait pas lire, mais que finalement, elle avait lu la série là, des Percy Jackson qui est associée au film là, qu'elle aimait beaucoup.
Elle réécrivait même les livres, certains extraits pour améliorer son écriture. Dans un projet d'anglais, elle a utilisé là, elle a fait en fait le projet en lien avec une actrice du film. Donc, dès qu'elle pouvait faire un lien avec sa passion, elle le faisait. Puis d'autres élèves, par exemple, il y en a que c'était avec l'archéologie, avec la musique, donc jouer de la guitare. S'ils pouvaient faire des liens dans différentes matières avec leur passion, ils le faisaient. Puis c'est ça en ce moment là, qui faisait en sorte que leur engagement c'est ce qui ressortait de leur expérience au cours de la dernière année qui favorisait leur engagement à l'école. Donc, si c'est davantage un engagement affectif, donc ils retrouvaient un plaisir là, dans ce qu'ils faisaient, un attachement là, face aux différents projets qu'ils menaient en lien avec leur passion. Une troisième thématique qui est ressortie, c'est l'environnement encadrant. Donc, un élève qui, dès le début de l'entretien, disait qu'il avait reçu un diagnostic de TDAH, puis TDAH étant trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité. Donc, cet élève-là mentionnait, entre autres, que les différentes pratiques qui étaient mises en place par son père, par sa mère, mais qui était divorcée, mais également par une enseignante, faisait en sorte qu'il y avait des limites claires qui étaient établies autour de lui. Notamment, donc, des limites claires, par exemple, son père surveillait beaucoup là, son agenda pour que vraiment tous ses devoirs soient faits. Sa mère, donc ici, j'ai pas d'extrait en lien avec la mère, là. Donc, sa mère qui réfléchissait beaucoup avec lui sur son futur, mais qui lui mettait certaines limites pour qu'il puisse bien s'orienter là, selon lui. Également, son enseignante, je vais lire les deux premières citations parce que je trouvais ça assez parlant. Il dit, en parlant de son enseignante, je sais qu'elle a des attentes parce que des fois, elle me le dit. Je sais que tu es capable, déconcentre-toi pas. Puis ensuite, il disait également que même si une période allait moins bien, l'enseignante revenait toujours l'aider, là, qu'elle n'était pas rancunière face à lui. Deuxième citation qui est toujours en lien avec l'enseignante. On est comme 5-6 dans la classe qui est genre ouais, je vais essayer de le reformuler, là, puisque c'est vraiment dans ses mots à lui. Donc, ils sont 5-6 dans la classe qui niaisaient beaucoup. Il y avait des difficultés à se concentrer. Puis là, il dit, l'enseignante nous a séparés quand même assez équitablement. Elle nous a bien séparés. Elle nous a pas mis toute la gang ensemble. Donc, vraiment, il expliquait dans le fond qu'ils avaient été disposés à différents endroits dans la classe, ce qui faisait en sorte qu'ils pouvaient mieux se concentrer dans ce cours-là. Donc, il était vraiment conscient là, des limites qui étaient mises par les gens autour de lui, puis que ça l'aidait vraiment à se recentrer là, sur ses apprentissages, d'avoir un plus grand engagement. Donc, c'est un engagement comportemental puisque ça lui permettait de mettre en place les comportements, les conduites attendues là, pour réaliser les tâches demandées. Quatrième thématique, le soutien enseignant. Donc, on vient de parler de l'encadrement, donc davantage là des limites, un cadre clair. Ici, c'est le soutien. Dans cette situation-là, le cas qui est plus représentatif, en fait, c'est un élève qui avait rencontré des difficultés, qui rencontrait différentes difficultés dans le milieu familial. Donc, il était en conflit avec sa mère, voyait peu son père. Puis même, le conflit avec sa mère, en fait, c'est qu'il en voulait à sa mère d'avoir laissé son ex-conjoint, puis que son ex-conjoint était malade à ce moment-là. Donc, il disait, il y avait vraiment des difficultés sur à différents niveaux. Il avait été suspendu à certains moments de l'école, chose qui disait que c'était vraiment pas une habitude pour lui, donc c'était nouveau. Donc, il y avait des difficultés, il se tenait dans des parcs le soir où est-ce que il y avait parfois de la criminalité. Donc, ici, il mentionne que c'est vraiment un enseignant, donc une discussion avec son enseignant, où est-ce que son enseignant l'a écouté, il a pris en compte ce qu'il vivait, puis l'a référé vers différentes personnes qui pouvaient l'aider. Donc, l'enseignant a été le point de départ de son cheminement là, pour, euh, pour que, pour que ça aille mieux et qu'il puisse ensuite se réengager dans ses apprentissages. Donc, ici, donc son enseignant
Il disait que tous les profs également l'ont soutenu dans cette période-là, mais il y a vraiment le rôle de l'enseignant de départ là, qui avait joué qui avait été important pour lui pour ramener là, son engagement à l'école qui était plutôt absent là, depuis les événements qui s'étaient passés dans son milieu familial. Puis il disait également que dans son milieu familial, avec toute cette aide-là qu'il avait eu dans le milieu scolaire, euh, dans le milieu familial, il acceptait davantage l'aide de ses parents. Puis bon, tout ça ensemble faisait en sorte que ça allait beaucoup mieux à l'école. Donc ici, c'est vraiment l'engagement comportemental en lien avec ces différents comportements qu'il mettait en place, où est-ce que bon, il y avait différentes suspensions, il était sorti de ses cours. Maintenant, il réussissait à répondre aux attentes, à faire les tâches demandées. Donc, son engagement comportemental a pu être favorisé là, par ces différents processus-là. Euh, la cinquième thématique, un nouveau groupe programme. Ici, c'est seulement dans les 18 élèves qui ont été rencontrés, c'est seulement une élève qui se retrouve dans cette thématique-là. C'est une élève qui, par le passé, était dans le programme régulier, puis dans le programme régulier, elle disait qu'elle se sentait qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle sentait qu'elle était peu liée aux autres, moins d'intérêt commun. Elle avait certaines amies, mais elle se sentait plus ou moins bien dans ce programme-là. Donc, elle avait de la difficulté à s'engager dans ses apprentissages. Puis, elle a pu, par la suite, elle a choisi de s'inscrire dans le programme, un programme vocation. Donc, vocation sciences. Et dans ce programme-là, je vais mettre ces mots à elle. Donc, elle dit, là, je suis en vocation sciences, puis on est comme une famille, je trouve ça bien. On est tous soudés. Pardon. On est comme des frères et sœurs, le groupe en général. Donc, vraiment, lorsqu'elle en parlait, on sentait vraiment que la cohésion du groupe, le lien qu'elle avait développé avec ses pairs dans son nouveau programme avait une grande importance pour elle. Au régulier, donc elle se sentait pas bien. Puis elle avait l'impression que les autres la détestaient, alors que ce changement-là maintenant, puis là, dans Vocation Science, avec ses différents collègues, elle parlait de toutes les activités qu'ils font, où est-ce que elle peut s'engager, puis où est-ce que son engagement est optimal là, comparativement à lorsqu'elle était au programme régulier. Une vision de l'avenir, donc c'est la dernière thématique. Une vision de l'avenir, ici, c'est des cas d'élèves qui ont été rencontrés où est-ce que dans leur discours, euh, les processus issus du milieu familial et de la classe n'ont pas nécessairement émergé. Donc, il y avait certains processus, mais qui étaient plutôt mineurs, là, qui étaient mentionnés à un moment, puis qui n'étaient pas significatifs nécessairement là, dans l'expérience de l'élève. Donc, ici, ces élèves-là, en fait, qu'est-ce qui pouvait expliquer leur engagement à l'école? C'est vraiment comment qu'ils voient leur objectif qu'ils avaient identifié. Puis je vous mets certains extraits là d'une élève qui a été rencontrée. Puis donc elle le dit elle-même que l'objectif c'est elle-même qui l'a trouvé. Donc si on regarde les trois extraits, moi, je vais avoir besoin d'orthographe parce que je veux devenir écrivaine. J'ai pas besoin de grand-chose pour devenir écrivaine. J'ai juste besoin de mon imagination puis un minimum de savoir en orthographe. Je gagnerai pas ma vie à écrire des livres parce que ça prend beaucoup de temps. Puis entre le temps de la publication puis tout, ben il va falloir que j'aille autre chose pour payer mes dépenses. Je sais ce que je veux faire, je sais comment, je sais quoi faire pour arriver là, puis j'ai déjà commencé. Puis lorsqu'on lui demandait qu'est-ce que qui est-ce qui t'a aidé dans cette démarche-là, elle mentionnait que c'est elle-même, c'est elle qui était allée chercher les informations. Donc si un engagement comportemental. Donc, elle fait ce qui est demandé dans le but d'atteindre son objectif. On pourra revenir sur ces cas-là là, en lien avec la vision de l'avenir lors de la discussion des résultats. Donc, ce qui ressort, je reviens avec mon schéma que je vous ai présenté précédemment. Donc, je relève les différentes thématiques qui ont été relevées. Donc, au niveau de la classe, il y a trois en fait, j'aurais pas dû faire apparaître ceux-là. Au niveau de la classe, il y a trois processus qui ressortent. Donc, tout d'abord, le changement de groupe programme, l'exploitation d'une passion au sein des différents cours et le soutien d'un enseignant.
Donc, ces trois expériences-là renvoient vraiment à des processus qui sont issus de la classe, du milieu scolaire. Ensuite, on a également deux thématiques où est-ce que deux expériences, en fait, devrais-je dire, qui renvoient à des processus qui sont issus autant du milieu familial que de la classe. L'intégration de discours, donc les élèves qui s'inscrivent dans ce type d'expérience-là rapportaient vraiment des discours qu'ils avaient entendus autant de la part de leurs parents, de leurs frères, sœurs, que de leurs enseignants. Donc, c'était vraiment un ensemble là, de ces différents discours-là qui alimentaient leur propre discours, qui favorisaient leur engagement. Pour ce qui est de l'environnement encadrant, encore là, c'est des pratiques qui sont mises en place autant au niveau dans le milieu scolaire que dans le milieu familial qui permettaient à l'élève de se recentrer sur ses apprentissages. Il y a également la dernière expérience qui a été relevée, donc la vision de l'avenir. Ici, dans le discours, en fait, dans le cadre de l'entretien qui a été réalisé auprès des élèves, il n'y a pas, il y a pas de processus signifiant là, du milieu familial ou de la classe qui ont été ressortis. Donc ici, c'est davantage là l'élève qui travaille là en fonction là, de son objectif, à s'engager dans ses apprentissages dans le but d'atteindre cet objectif. Si on en vient à la discussion des résultats, donc l'expérience qui ressort lorsqu'on regarde le schéma qu'on vient de voir, c'est vraiment que les processus, l'expérience des élèves se traduit par plusieurs processus qui sont issus de la classe. Donc, notamment, ce qui ressort qui permettrait là, de favoriser l'engagement des élèves en fonction de leur expérience, de leur point de vue. Il y a notamment la gestion de classe, donc la discipline, la mise en place de limites d'un cadre clair autour de l'élève. Le soutien émotionnel et pédagogique. Soutien émotionnel pour l'élève là, que qui parlait là, de difficultés rencontrées dans le milieu familial où un enseignant l'a aidé. Mais dans cette même expérience-là, d'autres élèves qui ont été regroupés avec cet élève-là parlaient plutôt d'une difficulté scolaire. Par exemple, une élève disait qu'elle avait des difficultés liées avec la dyslexie. Donc, elle disait, ma mère veut m'aider, mais j'aime pas ça qu'elle m'aide, ça me mêle plus que d'autres choses. Puis c'était vraiment l'aide des enseignants qu'elle ressortait comme étant là positive. Dans son expérience. Donc, le soutien des enseignants pouvant être autant sur le plan émotionnel, en lien avec des problématiques personnelles, familiales, sociales, que pédagogiques en lien avec les difficultés scolaires. Également, dans le cadre de... Pardon. Dans le cadre de l'engagement affectif. Donc, ce qui ressort, c'est vraiment le respect des intérêts de l'élève. Donc, que l'élève puisse mettre de l'avant son intérêt, mettre de l'avant sa passion dans les projets présentés, proposés, qu'il puisse choisir un programme en lien avec ses intérêts pour se retrouver avec des pairs qui partagent sensiblement les mêmes intérêts qu'eux. Donc, c'est vraiment ça qui est ressorti en lien avec l'engagement affectif. Et pour ce qui est de l'engagement cognitif, donc les attentes élevées des enseignants, la valorisation de l'effort, donc vraiment l'enseignante qui disait que la rigueur était importante, que c'était important, que l'élève était maître de ce qu'il voulait atteindre, que c'est lui qui avait le contrôle. Donc, c'est ce qui est ressorti à partir là, des discours des élèves qui ont été rencontrés. Du côté du milieu familial, il y a quelques processus qui ont été identifiés, mais toujours associés à des processus issus de la classe également. Donc, il n'y a aucune expérience d'élèves qui a été où est-ce qu'on a pu identifier seulement des processus issus du milieu familial. Donc, lorsqu'il y en avait, il était toujours associé également avec d'autres qui étaient issus du milieu scolaire. De manière générale, dans les élèves qui ont été rencontrés, les élèves reconnaissaient la volonté de leurs parents de les aider, mais souvent ils soulignaient l'inefficacité des pratiques qui étaient utilisées par leurs parents. Ils disaient, il veut m'aider, il veut m'écouter, mais je veux pas lui en parler à lui. Des fois, ma mère veut me donner différentes stratégies, mais ça m'aide pas, ça me mêle. Donc, c'est vraiment
c'est ça, les élèves reconnaissaient la volonté de leurs parents, mais en venaient à l'idée qu'ils préféraient avoir l'aide du milieu scolaire plutôt que de leurs parents, puisqu'ils la jugeaient euh, moins aidante là, que celle du milieu scolaire. Pour les deux expériences qui montrent une contribution du milieu familial et scolaire, ce qui ressort, c'est l'encadrement et l'encouragement. Donc, dans la collaboration école-famille, qui est ressorti dans les différents entretiens qui ont été faits auprès des élèves de cette étude, c'est l'encadrement, donc autant dans le milieu scolaire que dans le milieu familial, l'imposition de limites particulières et l'encouragement de l'élève, donc le discours que l'élève entend de part et d'autre là, qui en vient à favoriser son engagement. Pour ce qui est de l'encadrement, dans les différents cas d'élèves qui se sont situés dans ce type d'expérience-là, en fait, euh, on relève la diversité des pratiques qui ont été mises en place dans les milieux. Donc, l'encadrement, oui, était fait dans les deux milieux, mais de manière différente. Donc, le cas notamment, l'exemple qui a été donné, l'élève avait des parents divorcés et son père s'y prenait d'une façon pour l'encadrer, sa mère s'y prenait différemment. Puis à l'école également, mais puisque chaque milieu mettait en place des limites claires pour encadrer son comportement, l'élève se sentait vraiment là bien entouré là pour se concentrer, se recentrer sur ses apprentissages. Donc il y avait une complémentarité entre entre ces trois milieux-là en fait, milieu familial et scolaire, mais on parle de deux foyers familiaux. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait retrouver chez son père, mais qui représentait certains points négatifs, mais il ne les retrouvait pas nécessairement chez sa mère. Donc, ça rééquilibrait bien là, entre les différents milieux. Euh, pour ce qui est vraiment de la collaboration entre les deux milieux, donc ici, dans la situation où est-ce qu'on parle d'une contribution du milieu familial et du milieu scolaire, donc c'est des pratiques qui sont mises en place entre les deux milieux qui ont été rapportées par l'élève. Par contre, aucun élève n'a mentionné là, n'a rapporté une certaine discussion entre les deux milieux, une collaboration entre les deux milieux pour favoriser son engagement pour favoriser son adaptation. Donc, c'est quand même intéressant de le relever. On peut se questionner, est-ce que c'est fait, mais que l'élève n'en est pas conscient, donc ça n'a pas nécessairement été mentionné explicitement à l'élève, ou vraiment qu'il n'y a aucune communication là, qui a été faite entre les milieux pour aller chercher cette collaboration-là. Donc, j'en viens également à la question, est-ce qu'une plus grande collaboration entre le milieu scolaire et le milieu familial pourrait favoriser l'efficacité des pratiques qui sont mises en place au sein du milieu familial? Dans la diapo précédente, ça a été relevé dans le fond que dans le milieu familial, bon, les élèves reconnaissaient la volonté de leurs parents, mais souvent soulevaient que bon, les stratégies que les parents prenaient, les pratiques qui étaient mises en place, ils étaient plus ou moins aidantes pour eux. Donc, s'il y avait une plus grande communication entre les deux milieux, est-ce que les stratégies mises en place au sein du milieu familial pourraient être plus optimales pour l'élève? Notamment puisqu'on parle d'un milieu socio-économique défavorisé, est-ce qu'un plus grand accompagnement là, des parents pourrait aider ces parents-là à mettre en place des pratiques plus efficaces? Pour ce qui est des élèves qui ont relevé que dans leur expérience, dans leurs propos, en fait, aucun processus signifiant du milieu scolaire ou familial a été relevé. Pour ces élèves-là, ce qui est intéressant de souligner, c'est que c'est les seuls élèves, en fait, c'était trois élèves, et c'est les seuls que dans leur entretien, ils ont mentionné que l'école était plate, qu'ils y allaient par obligation. Donc oui, ils étaient engagés au niveau comportemental, mais l'engagement affectif, l'engagement cognitif, là, était plus difficile à saisir dans leurs propos, puisqu'ils y allaient vraiment dans le simple but d'atteindre leur objectif, d'aller chercher un emploi. Puis donc, on peut se questionner à l'idée que, en l'absence de tel processus là, au regard là, des différentes ressources de l'environnement, est-ce que ça pourrait limiter l'engagement de l'élève à un certain niveau? En conclusion, ce qui ressort donc
par rapport aux différentes pratiques à mettre en place pour favoriser l'engagement de l'élève, c'est vraiment d'être à l'écoute des besoins des élèves. Donc, mettre de l'avant ses intérêts, donc aller chercher ses passions. Si l'élève rencontre une difficulté personnelle, sociale, scolaire, donc d'être à l'écoute de cette difficulté-là pour l'accompagner de manière là, le plus personnalisé possible, en fait, en réponse à son besoin à son besoin particulier. Également, soutenir les milieux familiaux dans les milieux socio-économiques défavorisés afin de favoriser l'engagement des élèves. Donc, à voir si l'accompagnement des parents dans la mise en place de pratiques pour favoriser l'engagement des élèves pourrait pourrait faire en sorte que les élèves perçoivent différemment ces pratiques-là mises en place par leurs parents. À considérer les limites de l'étude, donc, les élèves issus, bon, les élèves issus de milieux socio-économiques défavorisés, c'est vraiment l'étude s'est penchée sur des élèves qui étaient issus d'une zone topographique, là, donc euh, où est-ce que l'indice de milieu socio-économique était 10. Donc, c'est vraiment dans cette zone-là que les élèves ont été pris. Par contre, le revenu familial et le niveau d'éducation de la maternelle pour chaque élève n'a pas nécessairement été considéré. Pour ce qui est du risque de décrochage scolaire, il a été estimé par l'enseignant de l'élève lors de la 6e année du primaire. Donc, ça peut représenter également une certaine limite, tout comme l'engagement de l'élève qui a été rapporté là, par les acteurs qui intervenaient auprès d'eux. Donc, c'était trois intervenants là, qui se sont concertés pour identifier les élèves. Également, la désirabilité sociale lors des entretiens. Pour ce qui est des perspectives futures, pardon, ça pourrait être intéressant d'examiner l'évolution des dimensions de l'engagement au regard des processus identifiés. Donc, dans le discours des élèves, on a pu identifier est-ce que c'est davantage un engagement affectif, comportemental ou cognitif qui était mis de l'avant en fonction des propos de l'élève. Par contre, ça pourrait être intéressant de voir les différents processus qui sont rapportés par l'élève dans son expérience, est-ce qu'ils peuvent également être associés à d'autres types, aux autres dimensions de l'engagement? Également, est-ce que les différentes dimensions de l'engagement progressent, ont une même progression là, donc, leurs variations, est-ce qu'elles peuvent se distinguer là, en fonction des différentes pratiques mises en place pour favoriser l'engagement de l'élève? Donc, on le sait que certaines études montrent que les dimensions ont des variations distinctes. Donc, si des pratiques là, peuvent être mises en place et être liées de manière distincte aux différentes dimensions de l'engagement. Également, décrire l'influence de diverses collaborations école-famille sur la perception qu'ont les élèves des pratiques mises en place au sein du milieu familial, un peu ce que je disais, là, donc par un accompagnement des familles issues de milieux socio-économiques défavorisés. Donc, est-ce que cet accompagnement-là pourrait favoriser l'efficacité des pratiques ou plutôt même la perception qu'ont les élèves de ces pratiques, donc pour qu'ils y soient davantage ouverts? C'est ce qui met fin à ma présentation. Alors, je vous remercie beaucoup pour cette belle présentation, très, très intéressante. Puis là, on est rendu donc à la période des questions. Est-ce qu'il y en a ici qui ont des questions pour notre conférencière? Vous pouvez lever la main ou prendre la parole. Brigitte, est-ce que les gens ont tout accès à leur micro? Non, les micros sont tous ouverts. OK, parfait. Une question plus de l'ordre de la logistique. Est-ce que vous accepteriez de partager votre présentation Oui, il avec n'y a pas de nous? problème. Ça va me faire plaisir. Donc, si vous pouviez l'envoyer à Brigitte par la suite, là, ce serait très, très apprécié, s'il vous plaît. Bon, alors je regarde du côté des participants s'il y en a qui ont des questions.
Bon, sinon c'est moi qui va me lancer. J'osais pas trop. La question que j'aurais pour vous, vous avez fait une belle recherche, je trouve que c'est vraiment très très intéressant et très d'actualité également, notamment parce que il y a certaines écoles là qui prévoient des activités plus spéciales et tout ça, donc vous avez été regardé de ce côté-là. Ma curiosité, puis sûrement que ça amène des nouveaux terrains de recherche mais je n'ai pas la certitude, mais donc je pose la question suivante. C'est quoi, du côté de l'avancement des connaissances, c'est quoi que vous avez amené de nouveau par rapport à ce qu'on sait déjà en lien avec l'engagement des élèves au niveau du secondaire? Dans les recensions qui ont été faites, en fait, la perspective des élèves, leur vision de leur leur vision oui, de ce qui se passe autour d'eux en lien avec leur engagement a été peu considéré dans les études jusqu'à maintenant. Donc, ça a vraiment été d'aller leur donner la parole pour voir, mais de leur perspective, parce qu'il y a plusieurs, à différents niveaux, là, on parle souvent de si certaines pratiques sont mises en place, mais que l'élève les perçoit soit négativement ou ne les perçoit tout simplement pas. Parfois, bon, on n'aura pas nécessairement l'efficacité, on n'atteindra pas nécessairement l'efficacité désirée. Donc, si ça a été un peu dans ce sens-là, d'aller chercher leur perspective, leur vision pour ensuite voir, essayer de comprendre l'engagement de leur point de vue. OK, merci. Et si je continue, donc j'enchaîne par rapport à ma question, est-ce que justement le fait que certaines écoles secondaires offrent des activités spéciales, est-ce que ça change quelque chose? Oui, vous l'avez dit à certains égards, mais est-ce que la littérature, est-ce qu'elle en a parlé un peu? Ça, c'était ma première question. Ma deuxième question, c'était par rapport aux pratiques pédagogiques. Vous savez, les pratiques pédagogiques, là, on peut y mettre tout et n'importe quoi là-dedans. Donc, dans ma curiosité, dans votre recherche, comment vous avez fait pour délimiter qu'est-ce qui faisait partie des pratiques pédagogiques? Est-ce qu'on parle de pratiques pédagogiques? Est-ce qu'on parle de pratiques engageantes? De quoi s'agit-il et comment vous y êtes pris pour justement plus circonscrire cette affaire-là de pratiques pédagogiques? Parce que si on regarde dans la littérature, c'est pas très très bien défini ce que ça peut être et ce que ça ne l'est pas. Donc, j'aimerais vous écouter là-dessus. Dans un premier temps, votre première question était sur... attendez un petit peu, je l'ai perdu. La première question était plus en lien avec des activités spéciales qui sont offertes par certaines écoles secondaires. Si ça l'amène une certaine nouveauté pour votre recherche, parce que à ce que je sache, je ne suis pas spécialisée au secondaire en passant, mais à ce que je sache, ce sont des initiatives qui sont quand même assez récentes, là. Ça fait pas des années, des décennies que ça existe, ces activités spéciales-là. Par activité spéciale, vous entendez dans le fond les différents programmes, les activités parascolaires, je suis pas certaine. Oui. Oui, c'est ça. Ben, effectivement, si je m'appuie sur ce qui est ressorti dans le cadre de cette étude-là, dans le fond de mon étude que je viens de présenter, ça offre une diversité de choix à l'élève. Donc, l'élève qui n'a pas nécessairement un point d'intérêt particulier dans ce qui était offert précédemment peut maintenant retrouver peut-être là, justement un intérêt dans une de ces activités spéciales-là qui est proposée. Donc, selon moi, ça peut être tout à fait là, pertinent pour l'engagement de l'élève. Tout comme les... oui. Tout à fait. D'après moi, il y a différentes études qui pourraient être à l'appui, là, mais plus sur les activités parascolaires. Pour ce qui est des différents programmes, je dirais que dans la recension que j'ai faite jusqu'à maintenant sur l'engagement, j'ai pas nécessairement vu ça encore. OK. Donc, c'est un apport nouveau, c'est un apport supplémentaire de votre recherche à ce niveau-là, puisque ce contexte-là a peut-être été exploité par les recherches antérieures. Puis, qu'est-ce qu'il y en est par rapport aux pratiques pédagogiques? Parce que...
Ça, c'est quelque chose qui me titille beaucoup. Ben, en fait, c'est une bonne question. Dans le cadre de la recherche, les pratiques, lorsque je parlais des pratiques, je renvoyais, parce que je parlais des pratiques autant du milieu, au niveau de l'enseignant qu'au niveau du milieu familial. Donc, dans le fond, c'est les différentes actions qui sont mises en place par l'enseignant ou par les parents face à l'élève, là, en lien avec son parcours scolaire. Donc, j'y suis restée là à ce niveau-là. Donc, mais est-ce que vous avez défini ça dans votre recherche? Donc, vous parlez de différentes actions qui sont mises en place, mais comment vous avez défini dans votre cadre? En fait, c'est pas, dans le cadre, je parlais plus des processus. Donc, pratique n'est pas un concept là, que j'ai utilisé dans mon cadre lui-même. OK, OK, OK. Et quand vous avez fait vos entrevues, donc ces différents éléments sont ressortis facilement, vous n'aviez pas à revenir ou c'était assez clair pour les élèves là, que vous avez interrogés. Oui, ben dans le fond, c'est ça, on les a interrogés, puis à partir du verbatim de l'entretien complet, il y a un premier travail de réduction qui a été fait pour tenter de relever les différentes interactions, les différents éléments là, qui ressortaient de leur discours. Puis une fois que ce premier travail-là de réduction a été fait, on est allé à une deuxième étape où est-ce qu'on a essayé d'encore réduire davantage pour en venir à qu'est-ce qui ressortait de manière plus centrale là, dans l'expérience de l'élève. OK. Merci. Ben, de mon côté, ça complète. Ben, je voudrais pas être la seule à poser des questions. J'en aurais plein d'autres, mais j'aimerais faire participer donc les autres personnes qui sont là présentes aujourd'hui. Donc, y en a-tu d'autres qui voudraient intervenir? Non. Une toute petite dernière question. Vous avez fait votre doctorat à l'Université de Sherbrooke, puis vous savez que nous, la préoccupation qu'on a tout le temps, c'est de regarder le lien entre la pratique, la théorie, puis les retombées concrètes là sur éventuellement des cours, sur des actions sur le terrain. Qu'en est-il par rapport à votre recherche? Pour ce qui est de l'engagement, le regard là, qui est porté sur l'engagement, j'ai la chance d'intervenir dans des cours qui abordent ce sujet-là également. Donc, oui, en fait, c'est de faire ressortir les différentes, justement, là, je reviens sur le fameux concept, les différentes pratiques qui peuvent favoriser l'engagement de l'élève, mais toujours en considérant en mettant de l'avant l'importance de considérer les besoins de l'élève, de considérer sa perspective, son point de vue. Donc, dans le sens que les études, on peut dire beaucoup de choses. La théorie peut dire beaucoup de choses. Dans le milieu, on peut se faire dire beaucoup de choses, mais de vraiment s'attarder au point de vue des élèves là, pour mettre en place les pratiques qui vont permettre de favoriser son engagement. Donc, ce qui ressort dans le cadre de cette étude-là. Puis, également, de mettre en lumière l'importance de... En fait, ici, ça tombe plutôt, ça se termine en interrogation, donc la collaboration avec le milieu familial, donc de communiquer avec le milieu familial, peut-être qu'est-ce qui est fait à l'école pour favoriser l'engagement de l'élève dans le but d'aller chercher une concertation entre les milieux pour en venir à favoriser son engagement. Là. Mhm, mhm. Tout à fait. Tout à fait Je pertinent. pense qu'il y a Yves Saint-Jacques qui aimerait intervenir. Oui, on vous entend pas. Allô? Oui. Vous m'entendez bien? Ben, de loin, mais si vous pouviez parler un peu plus fort. Bon, en fait, je voulais remercier la présentatrice pour le contenu. Donc, c'est des choses qui sont à l'ordre du jour, évidemment, au niveau scolaire, avec la mise en place des projets éducatifs dans nos écoles.
Il y a une chose où je voulais m'assurer, dans la présentation, je me demande s'il n'y a pas une erreur de sémantique. Si c'est le cas, ben, c'est pour vous aider à la corriger. Quand on parlait dans la conclusion des limites de l'étude, vous parlez de la zone topographique pour identifier l'indice de défavorisation des écoles. Est-ce qu'on ne parlerait pas plutôt de zone géographique ou de zone socio-économique? Oui, c'est une bonne. En fait, ça a été fait à deux niveaux, cette sélection-là. Effectivement, j'ai peut-être pas été claire tout à l'heure à ce niveau-là. En fait, il y avait une zone en lien avec le code postal des élèves qui était premièrement ciblé. Puis ensuite, dans cette zone-là, l'école qui avait l'indice de milieu socio-économique 10 les élèves qui étaient à cette école-là ensuite étaient ciblés. Donc, on partait d'abord du code postal pour ensuite se rendre là, aux élèves inscrits à une école particulière. Ben, à ce moment-là, je crois que vous devriez utiliser zone géographique parce que la topographie fait référence à comment le terrain est accidenté, donc ça n'a pas rapport avec les codes postaux, je crois bien. Ouais, ok. Oui, c'est bien, merci. Je vais valider le tout pour le modifier, ouais. Parfait. C'était à titre d'information pour vous, puis félicitations pour votre travail. Parfait. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il semble que j'étais la seule à me poser plein de questions, mais sûrement que d'autres s'en posent aussi. Ben, est-ce que vous accepteriez d'en recevoir par courriel, éventuellement par les participants aujourd'hui? Alors, s'il n'y a pas d'autre chose, je voudrais encore une fois vous remercier pour cette belle présentation, pour votre beau travail, vraiment très, très pertinent sur le plan scientifique, mais également sur le plan social. Comme notre collègue disait tout à l'heure, là, c'est vraiment un sujet d'actualité, l'engagement des étudiants puis des élèves plutôt et leur persévérance et leur réussite là. Donc vraiment un sujet d'actualité qui risque d'attirer justement beaucoup de lecteurs intéressés. Alors sur ce, donc je vous souhaite une belle fin de journée, puis au plaisir de vous revoir dans une autre occasion. Merci, au revoir.